Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Beaucoup pensent que la richesse dépend de la chance, d'un héritage ou d'un coup de génie. Mais Wallace Wattles affirme autre chose: il existe une science exacte pour devenir riche. Une méthode, une démarche, des lois naturelles. Ce livre, écrit en 1910, a influencé des générations entières de leaders, de coachs et d'entrepreneurs. Dans cette vidéo, on va explorer les fondements puissants de ce petit bijou oublié du grand public, mais redouté par ceux qui comprennent le vrai pouvoir de la pensée. Le livre La science de l'enrichissement a été écrit par Wallace Wattles en 1910 pour enseigner que la richesse peut être obtenue en pensant et en agissant selon des lois précises de la réussite, accessibles à tous. Introduction. Dès les premières lignes, Wallace Wattles affirme une idée puissante et provocante: devenir riche n'est pas un hasard, ni un privilège réservé à une poignée d'élus. Selon lui, il existe des lois précises qui gouvernent l'enrichissement, des lois naturelles aussi fiables que celles de la gravité ou des mathématiques. En d'autres termes, l'enrichissement n'est pas une question de chance, mais de compréhension et d'application de principes universels. L'auteur insiste sur une notion fondamentale: chaque individu a le droit, mais aussi le devoir de devenir riche. Non pas pour accumuler l'argent comme une fin en soi, mais parce que la richesse donne les moyens d'exprimer pleinement son potentiel. Pour Wattles, une vie pauvre est une vie incomplète. L'argent permet d'avoir une meilleure santé, de vivre dans un environnement harmonieux, de nourrir son esprit, et d'apporter une contribution réelle à la société. Il prend soin de distinguer la richesse créative de la richesse compétitive. Beaucoup croient qu'il faut prendre aux autres pour s'élever, mais cette croyance est fausse et destructrice. La vraie richesse, selon lui, ne vient pas de la compétition, mais de la création. Le monde est abondant, et il existe assez de ressources pour que chacun puisse prospérer sans nuire aux autres. L'auteur introduit aussi un élément spirituel fort. Il soutient que tout dans l'univers provient d'une substance originelle, une force invisible mais réelle, capable de prendre forme en fonction des pensées de ceux qui la sollicitent. Ainsi, en pensant de manière cohérente et dirigée, une personne peut modeler cette substance et lui donner la forme de ce qu'elle désire dans le monde matériel. Enfin, Wattles prévient le lecteur: cette méthode n'a rien de mystique ni de magique. Il ne s'agit pas de rêver ou de souhaiter, mais de penser et d'agir d'une manière spécifique. Ce livre se présente donc comme un guide pratique, précis et applicable, destiné à toute personne désireuse d'améliorer radicalement sa vie grâce à une compréhension profonde des lois de l'univers et de l'esprit humain. Chapitre 1: Le droit d'être riche. Wallace Wattles commence ce premier chapitre en posant une idée essentielle: chaque être humain a le droit absolu d'être riche. Il ne parle pas d'un luxe ou d'un caprice, mais d'un droit fondamental. Il explique que l'être humain ne peut pas atteindre son plein développement s'il lui manque des ressources matérielles. La richesse n'est donc pas un obstacle à la spiritualité ou à la moralité, mais un support indispensable à l'épanouissement total de l'individu. Il rejette la vieille croyance selon laquelle il serait noble ou vertueux de vivre dans la pauvreté. Pour lui, cette idée a causé plus de souffrance et de stagnation que de sagesse. Il affirme clairement: la vie idéale exige que nous ayons les moyens matériels nécessaires pour développer corps, esprit et âme. Prenons l'exemple d'un artiste. Il peut avoir un grand talent intérieur, mais sans argent pour acheter des outils, se former ou exposer ses œuvres, ce talent restera étouffé. De la même manière, un parent qui veut offrir une bonne éducation à ses enfants aura besoin de ressources pour le faire. La pauvreté limite, restreint et freine l'élan naturel de l'être humain vers l'expansion. Cette idée rejoint une pensée de Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, qui disait: le désir est l'essence de l'homme. Autrement dit, vouloir plus de beauté, plus de confort, plus de liberté n'est pas un défaut. C'est une expression de notre nature profonde. Ce désir d'amélioration constante est un signe de vie, pas d'égoïsme. Wattles insiste aussi sur un point crucial:
Le désir de richesse ne doit pas être étouffé ni condamné. Il n'y a rien de mal à vouloir une belle maison, une vie confortable, des vêtements élégants ou la possibilité de voyager. Vouloir ces choses ne signifie pas être superficiel, cela signifie simplement reconnaître que la matière fait partie intégrante de notre vie humaine. Victor Hugo écrivait « Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison ». Mais pour ouvrir une école, il faut des fonds, des locaux, des outils. La richesse bien utilisée est une force de progrès. Elle donne à l'individu la liberté de penser, de créer, de servir et de transmettre. Watteau veut alors libérer son lecteur d'une culpabilité souvent héritée. Vouloir être riche, ce n'est pas mal. Ne pas vouloir l'être, c'est refuser de se donner les moyens de vivre pleinement. Dans un monde où tout, logement, éducation, santé, culture, a un coût, l'argent devient le vecteur de notre capacité à exister pleinement. Le refuser, c'est renoncer à soi. Chapitre 2. Il existe une science exacte de l'enrichissement. Dans ce chapitre, Wallace Watteau expose une idée capitale: devenir riche n'est pas une affaire de chance, mais le fruit d'une science précise. Tout comme il existe des lois naturelles pour la gravité ou l'électricité, il existerait des lois immuables qui régissent la création de la richesse. Selon lui, quiconque les applique fidèlement, peu importe son origine ou sa condition de départ, obtiendra des résultats concrets. Il prend l'exemple de certaines personnes qui, malgré un talent modeste, réussissent financièrement, alors que d'autres, brillantes et cultivées, peinent à joindre les deux bouts. Ce phénomène ne s'explique pas par l'intelligence, l'éducation ou les relations. Il s'explique, selon Watteau, par le fait que certains appliquent inconsciemment cette science de l'enrichissement, tandis que d'autres l'ignorent complètement. Cela rappelle la pensée du philosophe Ralph Waldo Emerson, qui écrivait « Ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites ». Ce n'est pas ce qu'on sait ou ce qu'on dit qui attire la richesse, mais ce qu'on fait, comment on agit, et dans quelle disposition d'esprit on agit. Watteau insiste sur ce point: la richesse ne vient pas à ceux qui travaillent le plus dur, ni à ceux qui ont le plus d'idées, mais à ceux qui pensent et agissent d'une certaine manière spécifique. Cette manière d'agir, il la développera dans les chapitres suivants. Pour l'instant, il veut faire comprendre que la réussite ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une loi intérieure. Prenons un exemple simple: deux vendeurs ont les mêmes produits, les mêmes clients potentiels, et pourtant l'un prospère, l'autre stagne. La différence n'est ni dans le produit, ni dans le marché. Elle est dans l'approche mentale, dans l'intention, dans la posture intérieure. L'un agit dans la confiance, la clarté et la foi, l'autre dans le doute, la peur et la résignation. Cela rejoint une pensée de Napoléon Hill: tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Le point de départ, pour Watteau comme pour Hill, est la pensée dirigée, soutenue par une action disciplinée. Watteau met aussi en garde contre ceux qui cherchent à devenir riches, de manière chaotique, en essayant une méthode après l'autre, en courant après des promesses faciles, sans jamais comprendre ni appliquer un principe fondamental et durable. C'est comme un médecin qui ignorerait les lois du corps humain et tenterait des remèdes au hasard. Chapitre 3. Est-ce une question d'environnement? Dans ce chapitre, Wallace Watteau démonte l'une des croyances les plus ancrées dans la société: l'idée que notre environnement détermine notre destinée financière. Beaucoup pensent qu'ils sont pauvres à cause de là où ils sont nés, de la ville dans laquelle ils vivent, de leur pays ou de leur situation familiale. Watteau affirme que cette croyance est non seulement fausse, mais qu'elle empêche des milliers de personnes d'accéder à la richesse. Il explique que de nombreuses personnes ont quitté un environnement défavorable, sont allées ailleurs, et ont tout de même échoué. D'autres, en revanche, ont bâti des fortunes dans des endroits que tout le monde croyait sans opportunité. Ce n'est donc pas l'environnement extérieur, mais bien la manière dont on pense et agit à l'intérieur de cet environnement, qui détermine le résultat. Prenons l'exemple de deux hommes vivant dans la même ville pauvre. L'un se dit: il n'y a rien ici, personne ne réussit, c'est impossible. Il reste passif, découragé, frustré. L'autre se dit: même ici, je peux créer quelque chose. Je vais commencer petit, mais je vais commencer. Il observe, apprend, ose.
Ce n'est pas l'environnement qui fait la différence. C'est l'état d'esprit, la vision, la foi dans la possibilité de créer. Cette idée rejoint la pensée du philosophe Marc Aurèle, empereur romain stoïcien, qui écrivait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. L'environnement n'a pas de pouvoir par lui-même. C'est notre interprétation, nos pensées, qui lui donnent une valeur. » Watteau affirme que la richesse peut être créée n'importe où, tant qu'on agit en harmonie avec les lois mentales et spirituelles de l'abondance. Même dans un lieu apparemment sans ressources, une personne qui pense avec clarté, gratitude et ambition peut générer une activité, une idée, un service utile aux autres, et donc créer de la richesse. Prenons l'exemple de nombreux entrepreneurs issus de quartiers défavorisés, qui ont réussi grâce à une idée simple, mais pensée et exécutée avec rigueur. Leur réussite ne dépendait pas de leur environnement de départ, mais de leur capacité à se connecter à une vision plus grande qu'eux-mêmes. Watteau souligne aussi que si vous êtes vraiment bloqué par votre environnement actuel, vous pouvez toujours commencer là où vous êtes, puis faire des pas progressifs vers un lieu plus favorable. L'action intelligente attire les ressources, les personnes, et les circonstances nouvelles. Chapitre 4 Le premier principe de la science de l'enrichissement. Dans ce chapitre, Watteau expose le fondement central de sa méthode. Pour devenir riche, il faut penser d'une certaine manière. Ce n'est pas une pensée vague ou superficielle, mais une pensée précise, soutenue, puissante. Le premier principe de cette science est donc de croire avec certitude que la richesse est possible pour soi, peu importe les circonstances. L'auteur affirme que tout dans l'univers est fait d'une substance originelle. Cette substance, invisible, intelligente, infinie, répond aux pensées. Lorsqu'on forme une idée claire dans notre esprit, cette substance commence à se mouler selon notre image mentale, à condition que nous la soutenions avec foi, constance et gratitude. Prenons l'exemple d'un architecte. Il ne commence jamais sans plan. Il visualise la structure, il la dessine, il la tient fermement dans son esprit jusqu'à ce qu'elle prenne forme dans la réalité. Pour Watteau, c'est exactement le même processus avec la richesse. Il faut créer une image mentale claire de ce que l'on veut, puis la maintenir, sans douter ni se laisser distraire. Cette vision rejoint la pensée du philosophe Henri Bergson, qui disait « L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire ». Autrement dit, notre futur est une construction mentale, avant d'être un fait concret. Watteau insiste aussi sur un point souvent négligé, éviter la pensée compétitive. Beaucoup passent leur temps à comparer, à envier, à vouloir faire mieux que les autres. Cette mentalité ferme la porte à l'abondance. Il ne faut pas penser qu'il faut prendre pour avoir, mais croire profondément que l'univers est capable de produire davantage, pour tous, sans limite. Il prend l'exemple de l'inventeur. Celui-ci ne copie pas ce que font les autres, il crée à partir de l'invisible. De la même manière, une personne peut créer une entreprise, une activité, une solution unique en se connectant à la substance originelle par la pensée créative. Cela rejoint une réflexion de Nikola Tesla: si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, de vibration. La pensée soutenue, positive et alignée est une vibration. Et cette vibration attire à elle des résultats concrets. Watteau met en garde. Toute pensée de manque, d'échec, d'injustice ou de limitation interrompt le processus de création. C'est comme planter une graine et ensuite piétiner la terre chaque jour en doutant qu'elle pousse. La foi, la constance et l'alignement sont indispensables. Chapitre 5 L'augmentation de la vie. Dans ce chapitre, Wallace Watteau développe une loi fondamentale du développement humain: tout dans la vie tend à croître, à s'étendre, à se multiplier. L'univers lui-même est en expansion. Chaque être vivant porte en lui un élan naturel vers le plus. Ainsi, vouloir davantage, plus de richesse, plus de confort, plus de liberté, n'est pas un acte égoïste, mais une expression normale de la vie elle-même. L'auteur affirme que la richesse est le prolongement logique de la vie. Vouloir plus, ce n'est pas voler, c'est répondre à l'appel profond de l'évolution. Comme une graine cherche à devenir arbre, l'être humain cherche à grandir, à s'accomplir, à influencer davantage. Prenons l'exemple d'un enfant. Naturellement,
Il veut apprendre, découvrir, expérimenter. Ce n'est pas un caprice. C'est un instinct vital. De même, un adulte qui aspire à améliorer sa vie financière répond à une impulsion saine, enracinée dans l'ordre naturel des choses. Watteau rappelle que pour vivre pleinement, nous avons besoin de biens matériels. Pour nourrir notre esprit, nous avons besoin de livres, de temps libre, de lieux paisibles. Pour entretenir notre santé, nous avons besoin de nourriture saine, de soins, de confort. Or, toutes ces choses demandent de l'argent. Refuser la richesse, c'est donc restreindre la vie. Il rejoint ici la pensée de Nietzsche, qui affirmait « La vie elle-même m'a dit ce secret, vois, dit-elle, je suis ce qui doit toujours se surmonter. Vivre, c'est dépasser les limites, grandir, créer du neuf. » L'argent, dans cette dynamique, devient un outil d'expansion. Wallace Watteau insiste ensuite sur une idée clé, il faut devenir une source d'augmentation pour les autres. C'est-à-dire, toute personne qui entre en contact avec nous doit ressortir enrichie, grandie, inspirée. Il ne s'agit pas de prendre, mais d'apporter davantage. Prenons un exemple simple. Un commerçant qui cherche à arnaquer ses clients, à leur vendre moins que ce qu'il paie, finit toujours par perdre. Celui qui, au contraire, cherche à donner plus de valeur que ce qu'il reçoit crée de la loyauté, de la réputation, et attire naturellement l'abondance. La richesse vient en réponse à l'utilité que nous générons dans le monde. Cette loi d'augmentation rejoint une idée de Confucius, qui disait « Celui qui veut constamment s'élever doit aider les autres à s'élever. » Plus nous faisons croître la vie autour de nous, plus la vie nous récompense en retour. Chapitre 6 Agir d'une certaine manière. Dans ce chapitre, Wallace D. Watteau explique que la pensée seule ne suffit pas pour devenir riche. Il faut impérativement agir d'une certaine manière spécifique pour que les pensées se traduisent en réalité. Cette manière d'agir est aussi importante que la qualité de la pensée. Watteau insiste sur l'importance de l'action efficace, constante et ciblée. Il ne s'agit pas de se disperser ou d'attendre le moment parfait. Chaque action doit être menée avec un but clair et avec l'énergie nécessaire pour produire des résultats tangibles. Il compare cela à un ouvrier qui, plutôt que de frapper au hasard, donne des coups précis et réguliers pour construire une maison solide. Un exemple concret, imaginez un entrepreneur qui rêve de lancer son entreprise. S'il passe son temps à rêvasser sans agir, rien ne se passera. Mais s'il se met à travailler chaque jour sur des tâches précises, contacter des clients, améliorer son produit, gérer ses finances, il avance vers son but. L'action soutenue et intelligente crée un effet cumulatif puissant. Watteau souligne aussi l'importance de faire le meilleur usage possible de chaque opportunité et de chaque ressource disponible. Même avec peu, il est possible d'agir efficacement en valorisant ce que l'on a. Cela rejoint l'adage « Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, là où tu es ». La discipline joue un rôle majeur. Agir d'une certaine manière, c'est aussi éviter la procrastination, ne pas se laisser distraire par les doutes ou les peurs. C'est maintenir un cap ferme, sans être ébranlé par les obstacles ou les critiques. Une citation éclairante de Thomas Edison illustre cette idée, « Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. » Pour Watteau, la transpiration doit être dirigée et alignée sur la pensée claire de la richesse. Enfin, Watteau rappelle que les actions doivent être menées dans un esprit de gratitude et de foi, non dans la peur ou la convoitise. Cette attitude aligne l'individu avec la force créatrice de l'univers, rendant les résultats plus fluides et plus durables. Chapitre 7 Penser de manière créative plutôt que compétitive. Dans ce chapitre, Wallace Watteau insiste sur une distinction capitale. Pour s'enrichir durablement, il faut adopter une pensée créative plutôt qu'une pensée compétitive. Beaucoup croient que la richesse est un jeu à somme nulle où l'on gagne uniquement en prenant à quelqu'un d'autre. Watteau réfute cette idée avec force. Il explique que le monde est abondant, que les ressources peuvent être créées à l'infini par l'imagination et l'action humaine. Ainsi, penser de façon compétitive mène à la peur, à la jalousie et à des conflits stériles, tandis que penser créativement ouvre la voie à l'innovation, à la croissance et à la prospérité collective. Un exemple concret,
Un artisan qui rivalise uniquement sur les prix avec ses concurrents risque de tomber dans une spirale d'appauvrissement. En revanche, celui qui innove, crée des produits uniques ou améliore son service, crée de la valeur nouvelle et attire naturellement la clientèle. Cette idée rejoint la pensée d'Albert Einstein, qui disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». La créativité est un état d'esprit ouvert, enthousiaste, qui cherche à construire plutôt qu'à détruire. Watteau met aussi en garde contre les pensées négatives liées à la compétition, l'envie, le doute, la peur de manquer. Ces émotions bloquent le processus naturel de création de richesse. Il invite à se concentrer sur sa propre capacité à générer des idées, à innover, à apporter une contribution unique. C'est cette posture qui attire à la fois la réussite personnelle et l'harmonie dans les relations. Chapitre 8 Agir avec foi et gratitude. Dans ce chapitre, Wallace Watteau insiste sur deux attitudes essentielles pour transformer ses pensées en richesses concrètes, la foi et la gratitude. Ces états d'esprit ne sont pas de simples émotions, mais des forces puissantes qui influencent la réalité. La foi, selon Watteau, est la conviction profonde que la richesse est accessible et que les actions menées porteront leurs fruits. Elle permet de dépasser les doutes, la peur et l'incertitude qui paralysent souvent. Agir avec foi, c'est continuer à avancer même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles, en sachant que la loi de l'univers est à l'œuvre. Par exemple, un entrepreneur qui croit fermement en son projet persévère malgré les obstacles et les échecs temporaires. Cette persévérance ancrée dans la foi crée une dynamique positive qui attire opportunités et ressources. La gratitude complète cette démarche. Être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, même peu, crée un état d'abondance intérieure. Cette reconnaissance active une énergie positive qui attire davantage de bienfaits. La gratitude éloigne le sentiment de manque et d'insuffisance, deux freins majeurs à la réussite. Un exemple simple, une personne qui remercie chaque jour pour son travail, sa famille ou sa santé ressent une force intérieure qui la pousse à agir avec plus de clarté et d'énergie. Cette idée rejoint la sagesse ancestrale de William James, la foi, c'est la force qui transforme une vision en réalité. Et celle de Oprah Winfrey qui dit, la gratitude est la clé qui transforme ce que nous avons en suffisance. Watteau rappelle que foi et gratitude doivent être sincères, constantes et intégrées à chaque action. Elles forment un cercle vertueux qui nourrit la création de richesses. Chapitre 9 La nécessité de la gratitude. Dans ce dernier chapitre, Wallace Watteau revient avec insistance sur le rôle fondamental de la gratitude dans le processus d'enrichissement. Pour lui, la gratitude n'est pas seulement une émotion agréable, mais une force active et créatrice qui influence directement notre capacité à attirer la richesse. Il explique que lorsque nous sommes véritablement reconnaissants, nous nous alignons avec la source de toute abondance. Cette attitude crée un champ magnétique qui attire vers nous les opportunités, les idées et les ressources nécessaires. La gratitude dissout également les pensées négatives de manque, de peur ou de frustration qui bloquent le flux naturel de la richesse. Un exemple concret, une personne qui, chaque jour, prend le temps de remercier pour ce qu'elle possède, même si c'est modeste, développe une confiance intérieure qui lui permet de prendre des décisions plus justes et d'agir avec plus de clarté. Watteau souligne aussi que la gratitude transforme notre regard sur le monde. Elle nous fait percevoir l'abondance partout, là où d'autres ne voient que pénurie. Cette perception modifie notre comportement, nous rendant plus généreux, plus ouverts, et par conséquent, plus attractifs pour le succès. Cette idée rejoint la pensée de Ralph Waldo Emerson, la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. Enfin, Watteau conclut que la gratitude est la clé qui ferme la porte au doute et ouvre celle à la richesse. Sans gratitude sincère, les autres principes risquent de perdre leur puissance. Conclusion. La science de l'enrichissement nous offre une vision claire et révolutionnaire de la richesse. Wallace Watteau nous rappelle que devenir riche n'est pas une question de chance ou de privilège, mais une science accessible à tous. En comprenant et en appliquant ces principes, penser avec clarté et foi, agir avec discipline et gratitude, et cultiver une pensée créative plutôt que compétitive, chacun peut transformer sa vie. Ce livre invite à sortir des croyances limitantes,
à assumer pleinement le droit d'être riche, non pas pour accumuler, mais pour grandir, contribuer et vivre pleinement. La richesse devient alors un outil d'épanouissement personnel et collectif. Plus qu'un simple guide financier, la science de l'enrichissement est une véritable philosophie de vie, où la pensée juste, l'action alignée et la gratitude sincère ouvrent la porte à un avenir d'abondance. Il ne tient qu'à chacun d'oser appliquer ces lois universelles, de croire en son potentiel et d'agir avec détermination pour créer la vie riche qu'il mérite. Tu veux découvrir d'autres livres qui réveillent l'esprit, cassent les croyances limitantes et ouvrent la voie vers une vie pleine de sens et d'abondance. Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui mérite de connaître ce message.